Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Merci de nous retrouver pour cette édition de midi sur Canal Algérie. Le président de la République félicite le CF Akbou Dames féminine qui a remporté la Coupe d'Algérie hier lors d'une finale plus que festive face au CS Constantine. Et s'ouvrent aujourd'hui dans la capitale gambienne les travaux du sommet de l'Organisation de coopération islamique, une conférence qui examine les questions politiques au monde islamique, principalement la question palestinienne ainsi des questions économiques à laquelle prend part le Premier ministre Nadel Arbaoui en sa qualité de représentant du président de la République. Et au 211e jour de l'agression sioniste contre l'enclave palestinienne, des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs aujourd'hui dans de nouveaux bombardements contre diverses zones dans la bande de Gaza. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci pour votre attention et bienvenue dans votre édition donc du midi. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité hier soir l'équipe féminine de football du CF Akbou. Le président, et après avoir remporté le trophée de la Coupe d'Algérie, toutes mes félicitations aux filles d'Akbou pour leur triomphe en Coupe d'Algérie de football, a écrit le président de la République sur son compte officiel dans les réseaux sociaux, en ajoutant félicitations aux techniciens et à tous ceux qui ont contribué à vos côtés à la réalisation de ce succès. Et c'était donc une magnifique finale hier, la finale de la Coupe d'Algérie féminine qui aura opposé le CF Akbou au CS Constantine dans une magnifique ambiance sportive, festive et fair play. Et c'est donc le CF Akbou qui aura remporté la Dame Coupe. Et c'était donc à travers les tirs au but. Au retour sur cette belle finale, signée le CF Akbou et le CS Constantine avec Sid Ahmed Bouraïb. Fondé en 2010, le CF Akbou a décroché son premier titre en Coupe d'Algérie. Opposé au CS Constantine sans dauphin en championnat, l'équipe maîtrise le jeu mais manque d'efficacité. Les quelques occasions à signaler sont sur balle arrêtée. Les Constantinois se contentent de défendre et après 90 minutes, le score est toujours de 0 partout. Les deux équipes se départageront lors de la séance de tir au but. Une séance qui tourne en faveur du CFA par 5-4. Je pense que c'est mérité normalement le CFA. Donc pendant 90 minutes qu'on a bien en place, malgré la pelouse naturelle مش موالفين لعبوا في السنتيتيك. C'est les efforts à tout le monde, soit le staff technique, les joueuses, les parents, les dirigeants, donc toujours derrière l'équipe. Après la coupe, le CF Akbou visera le doublé. Le club étant leader du championnat avec 6 points d'avance sur son poursuivant direct. Et félicitations au CF Akbou. Et dans les actualités, en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Nadel Arbaoui prend part aujourd'hui à Banjul, capitale de la Gambie, aux travaux du sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Les travaux qui ont débuté ce matin seront consacrés à plusieurs questions liées au monde islamique. Et les travaux du sommet de l'Organisation de coopération islamique prévus les 4 et 5 mai. Cette conférence examine les questions politiques du monde islamique, principalement la question palestinienne, ainsi que des questions économiques, humanitaires et sociales, et celles liées au rejet du discours de haine et d'islamophobie, et la promotion du dialogue entre les civilisations. Couverture Walid Sari, commentaire Emina Saïdji. Durant 2 jours, les participants au 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique vont aborder en priorité la cause palestinienne.
Autre sujet important à l'ordre du jour, le rejet des discours de haine et d'islamophobie, ainsi que la promotion du dialogue entre les civilisations. Les dossiers économiques seront également sur la table des participants. Ce sommet nous permettra d'exprimer notre solidarité avec le peuple palestinien opprimé. En tant que musulmans, il est impératif d'être solidaires pour mettre fin à l'agression barbare contre les civils palestiniens. Nous allons aborder plusieurs questions, particulièrement la question palestinienne et la coopération économique islamique. Je pense que cette conférence abordera de nombreuses questions d'intérêt commun pour l'organisation de la coopération islamique. A inscrit dans son agenda plusieurs préoccupations. La principale, bien entendu, c'est la question palestinienne. Les autres questions au plan politique et économique ont été donc aussi en bonne position. Sur la question palestinienne, vous comprenez que c'est à l'unanimité que la préoccupation a été partagée. Le sommet de Banjul, une opportunité pour les pays membres afin de renforcer leur coopération et d'engager un dialogue constructif autour des questions internationales, notamment les défis auxquels les nations islamiques font face. L'Algérie occupe une position très importante dans le monde. Moi-même, j'étais aux Nations Unies quand j'étais très jeune, quand Gambie était un membre non permanent. Donc je suis habitué de la culture là-bas et on suit ce que l'Algérie est en train de faire en ce moment. Il représente avec fierté la carte africaine. Il représente aussi l'intérêt africain. Nous saluons la position de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. En effet, nous constatons une bonne coordination, que ce soit lors de la tenue de la Ligue arabe ou même lors de l'organisation du sommet de la coopération islamique. Une bonne coordination également au sein de l'Union africaine, lorsque Djibouti et l'Algérie, ainsi que d'autres pays, se sont opposés à l'adhésion de l'entité sioniste en tant que membre observateur au sein de l'Union africaine. Ces positions mettent en lumière les principes et les valeurs auxquels les nations et les peuples arabes et musulmans ont toujours été fidèles. Nous avons salué le rôle du leadership algérien, salué sa contribution de qualité et salué et apprécié tout l'effort quotidien qu'il fait. À la lumière des transformations géopolitiques mondiales, le sommet de Banjul constitue une opportunité pour les États membres afin de renforcer leur coopération à travers un dialogue constructif et efficient. Et dans l'activité ministérielle, le ministre de l'Habitat et de la Ville, Tarek Belarabi, a inspecté hier soir le chantier du projet de réalisation du nouveau stade de Douira à l'Entame. Le ministre a inspecté le centre de contrôle dont les travaux de réalisation de la façade sont achevés avant d'inspecter les 5 paliers de ce centre dont les travaux sont achevés à 90% grâce aux efforts des 800 travailleurs qui sont à pied d'œuvre et travaillent au système de 3x8. Belarabi s'est rendu par la suite aux niveaux inférieurs donc, du stade qui sont à 90% achevés, notamment les vestiaires et la zone FIFA. Sur place, Belarabi a affirmé que les travaux de réalisation de la salle seront achevés dans les plus brefs délais avant d'inspecter les travaux de réalisation du rond-point à l'entrée principale du stade qui ont atteint un taux de réalisation appréciable. Et au volet industriel, dans l'optique d'encourager les jeunes investisseurs porteurs de projets et développer le secteur de l'industrie, dans la wilaya de Sidi Bel Abbas, beaucoup d'efforts sont consentis par les autorités de wilaya à même de développer l'économie de la wilaya et dans toute la région. Le coup d'envoi de la réalisation de 4 mini-zones d'activité a été donné dans 4 communes de la wilaya. Telmouni, Belarbi, Sidi Dahoué et Daya. Ces sites qui s'étaleront sur une surface totale de 17 hectares abriteront 190 lots de 250 et 500 mètres carrés et seront destinés aux jeunes porteurs de projets. Une enveloppe financière de 55 milliards de centimes a été consacrée à ce projet afin de couvrir la réalisation des travaux de raccordement aux différents réseaux. Ces 4 zones peuvent nous offrir 190 lots d'investissement. C'est des lots moyens et petits lots et moyens petits, varient entre 500 mètres carrés et 250 mètres carrés, justement pour abriter les projets, les petits projets, des start-up, des petits investisseurs, c'est des mini-zones. Et le coût
globale des aménagements des 4 mini-zones avoisine les 50 milliards de centimes. La grande zone industrielle de Sidi Bel Abbès n'est pas en reste puisqu'elle a bénéficié d'une importante opération d'extension qui aura coûté la bagatelle de 580 millions de dinars. Grâce à cette opération, des lots de 5000 m² chacun sont mis à la disposition des opérateurs économiques qui contribueront ainsi à la redynamisation du tissu industriel dans la Mekera. Et toujours au volet industrie, filiale de GTEX Algérie, l'entreprise Texal Krenchla vient de bénéficier d'une mise à niveau lui permettant de produire une matière, un combustible et indéchirable, nous dit Naïm Al-Walish dans ce reportage. Il y a 42 ans, sortait de terre dans l'historique Krenchla Texalg, aujourd'hui filiale de GTEX, une entreprise spécialisée dans la confection des uniformes destinés à habiller l'ensemble des corps constitués. Avec 260 ouvriers, la filiale peut produire jusqu'à 6000 mètres de tissu par jour. En 2018, l'entreprise investit gros dans l'outil de production, permettant ainsi à la filiale de demeurer dans le giron de l'État. Les investissements que nous avons bénéficiés, évidemment, c'est important. Concernant l'outil de production, avec l'acquisition d'une machine rentreuse automatique d'un montant de 70 millions de dinars, il y a un parc du métier à tisser qui dépasse évidemment ces 30 métiers à tisser au niveau de la production de tissage. Et au niveau du finissage, on a une machine de noblissement qui est un tumbler, c'est une machine de technologie récente. Et aussi nous avons une autre machine que nous avons aussi acquis. C'est une ouvreuse suceuse qui est pratiquement, elle est destinée pour les produits de lainage. Lainage, tissu technique repoussant aussi bien déchirure que flamme, l'entreprise travaille avec une matière à 100% fibre. Celle-ci est d'ailleurs systématiquement contrôlée dans le laboratoire que voici, un autre investissement intégré à l'atelier. C'est la mise à niveau de notre laboratoire central. Nous avons acquis un matériel très important pour l'ensemble des contrôles physiques et chimiques parce que ce laboratoire, évidemment, il procède au contrôle de tout produit. L'objectif pratiquement, c'est d'augmenter les capacités de production au niveau de l'atelier principal qui est le tissage. Classée première dans son domaine, cette filiale qui possède un gros patrimoine matériel peut produire jusqu'à 8 millions de mètres de tissu linéaire par an. Et le produit algérien, notamment de qualité et destiné à l'exportation, est exposé au sein de la capitale mauritanienne Nouakchott dans le cadre de la 6e édition du Salon du produit algérien. Plus de précisions avec Majda Jahbouna. Le salon du produit algérien revient dans sa 6e édition au niveau de la capitale mauritanienne Nouakchott. Issus de différents secteurs économiques, plus de 180 participants ont pris part à cet événement pour promouvoir les produits algériens à l'étranger. Il y a un grand nombre de visiteurs et ils apprécient beaucoup nos produits pour leur très bonne qualité, prix et le service après-vente également. Nous avons exposé des équipements de production d'électricité, notamment des poteaux électriques et des détecteurs de monoxyde de carbone. Un espace qui renforce la coopération économique entre les deux pays, notamment après l'entrée en activité de la Banque d'Union algérienne à Nouakchott ainsi que la Banque algérienne sénégalaise, ce qui facilitera les échanges commerciaux entre l'Algérie et les pays africains. Nous sommes spécialisés dans la récupération des déchets métalliques et non métalliques. Certaines sociétés ici ne disposent pas de quantité suffisante de matières premières. C'est pourquoi nous allons leur assurer cette matière pour qu'elles puissent développer leurs activités. Une rencontre économique qui va renforcer davantage les liens bilatéraux et consolider le développement durable entre les deux pays frères.
Et dans l'actualité internationale, des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés aujourd'hui. Dans la plupart, sont des femmes et des enfants dans de nouveaux bombardements de l'entité sioniste contre diverses zones de la bande de Gaza. De son 11e jour de l'agression contre l'enclave palestinienne, le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi à 34 622 martyrs et 77 867 blessés, malgré l'adoption d'une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat par le Conseil de sécurité. Alors, Hamouch. Sami Abou Shahada est un journaliste palestinien qui a perdu sa jambe suite à une frappe sioniste qui a ciblé le camp de Nusayrat au centre de Gaza. Hospitalisé à l'hôpital Shohada Al-Aqsa, il n'a pas célébré la journée de la liberté de la presse, à l'instar des journalistes du monde entier. Comme de nombreux journalistes palestiniens, il continue de payer un lourd tribut dans l'exercice de son périlleux métier. Malgré tous les crimes et les massacres commis par l'armée d'occupation à Gaza et contre les journalistes palestiniens, l'entité sioniste n'a pas réussi à nous empêcher de dévoiler son vrai visage. Les journalistes et professionnels des médias ont le devoir d'informer sur cette situation. Depuis le début de l'agression sioniste le 7 octobre 2023, plus de 135 journalistes palestiniens sont tombés en martyrs, dont une centaine ont été blessés par l'armée d'occupation, alors que 33 familles de journalistes sont persécutées. Une centaine de journalistes ont été arrêtés, nombre d'entre eux croupissent toujours dans les geôles sionistes ou sont coincés sous les décombres. Le plus grand défi pour le journaliste palestinien est de rester en vie pour assurer la couverture médiatique des massacres sionistes. D'autant plus que nous exerçons notre métier dans un contexte humanitaire catastrophique, avec un manque de nourriture dû au blocage de l'aide humanitaire. Dans une tentative continue de faire taire la voix des médias et combattre la vérité sur ces actes odieux, l'occupation sioniste a bombardé plus de 86 bureaux et institutions médiatiques. Face à cette situation, les journalistes palestiniens se sont emparés des réseaux sociaux pour informer sur les crimes de guerre commis à Gaza. Un courage salué par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a déclaré à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse que les journalistes dans l'enclave palestinienne mettaient leur vie en danger pour exercer leur métier, exprimant son indignation face au nombre de journalistes tombés en martyrs. Le correspondant de la télévision publique à Gaza, Wissam Abou Zaid, est le parfait exemple du courage hors pair des journalistes palestiniens qui risquent leur vie pour informer sur l'agression sioniste barbare et dévoiler au monde entier le visage hideux de l'entité sioniste. لم تعد للسترات الواقية من الرصاص أي معنى لأن الاحتلال الإسرائيلي تخطى بأفعاله كل الأعراف والقوانين الدولية ولا يعترف حتى بالشارات الصحفية ولا الإنسانية. وسام أبو زيد التلفزيون الجزائري فلسطين. Et vous l'aurez compris, c'était là un sujet signé Amel Bouarba s'agissant de la situation des journalistes en Palestine occupés à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté d'expression. Et c'était là donc, je le disais, des témoignages entre autres de notre correspondant Wissam Abou Zaid sur les affres subies au quotidien des dizaines de Palestiniens qui sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés. Aujourd'hui, dans la plupart, sont des femmes et des enfants dans de nouveaux bombardements de l'entité sioniste contre diverses zones de la bande de Gaza au 11e jour depuis le début de cette agression militaire sioniste contre la bande de Gaza. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la même bande s'est alourdi à 34 622 martyrs et 77 867 blessés. Plus de précisions avec Alaf Hamouch. Les atrocités de l'occupant sioniste à l'encontre des civils palestiniens se poursuivent, ciblant diverses zones dans la bande de Gaza. Ce matin encore, 3 corps de martyrs palestiniens et plusieurs blessés ont été retrouvés sous les décombres d'une maison visée par l'occupant sioniste dans la zone d'Al-Qaftawi, au nord de la ville de Gaza. Et plusieurs victimes palestiniennes se retrouvent encore sous les décombres et sur les routes, tandis que les forces de l'occupation empêchent les ambulances et les équipes de la protection civile de leur porter secours. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi à 34 622 martyrs et 77 867 blessés. Malgré l'adoption d'une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat par le Conseil de sécurité, l'entité sioniste continue son carnage et menace même de lancer une opération
opération terrestre à Rafah, malgré les mises en garde internationales. L'occupation a également imposé un blocus paralysant la bande, laissant sa population, en particulier les habitants du nord de Gaza, au bord de la famine. La guerre génocidaire qui en est à son 211e jour a provoqué le déplacement interne de 85% de la population de Gaza en raison de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60% des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites. Saluant le grand courage des journalistes dans un message publié sur la plateforme X, coïncidant avec la Journée mondiale de la liberté de la presse, le commissaire de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a déclaré que Gaza a enregistré le plus grand nombre de journalistes tombés en martyrs. Et du dossier palestinien au dossier sahraoui, la conférence de solidarité avec la cause sahraoui qui s'est tenue donc au camp des réfugiés de Boujdour se termine aujourd'hui, et une conférence qui aura été marquée par la participation record de journalistes et plusieurs points discutés, notamment le renforcement de la médiatisation autour de la cause sahraoui. Walid Yousfi, notre envoyé spécial sur place. La deuxième journée de la conférence dédiée aux médias s'est ouverte aujourd'hui avec un rassemblement de solidarité avec les journalistes sahraouis détenus dans les geôles marocaines. Avant d'entamer les ateliers et les tables rondes avec à l'ordre du jour la création d'une ligue internationale des journalistes solidaires avec la cause sahraoui. Ce réseau est un acquis pour nous, journalistes sahraouis. Vous savez, nous souffrons énormément dans les territoires occupés. On nous a saisi à plusieurs reprises nos caméras, nos micros et tout notre équipement pour nous empêcher de travailler. Cette ligue va donner plus d'écho sur la scène médiatique à la cause sahraoui et ça ne peut qu'être bénéfique pour nous. C'est une très bonne idée parce que hier on a écouté comment les journalistes sahraouis sont persécutés dans le territoire occupé par le Maroc. Donc notre cœur bat pour ces journalistes, donc on serait heureux d'être avec eux et d'être solidaires. J'ai été kidnappé et détenu plus de 6 fois dans les geôles du Marzen. J'y ai rencontré plusieurs journalistes sahraouis qui ont été emprisonnés. Leur seul tort aura été de partager notre cause sur la scène médiatique. Les journalistes sahraouis sont opprimés et mis sous silence. Et tant que journaliste, mon devoir est de faire passer la vérité qui peut être cachée selon certaines formes. Donc, les médias aujourd'hui sont une forme indispensable pour faire passer les informations qui sont souvent banalisées au niveau du monde. Ce réseau sera donc une sorte de faire-valoir de la cause sahraoui sur la scène médiatique internationale. Il est né d'un premier réseau créé en 2015 par des journalistes algériens. Il y a une guerre qui est menée et qui n'est pas ou très peu médiatisée. L'un des objectifs de la Ligue sera de lever le voile sur ce silence médiatique et transmettre le message du peuple sahraoui. Création de réseaux internationaux journalistes pour changer pour le change informationnel, pour l'échange des positions et pour la mobilisation dans tous les pays, dans le monde entier, en faveur de Front Polisario, en faveur de Sahara occidental. Moi, je pense que c'est très important de faire une mise à jour, en quelque sorte, internationale de la cause sahraoui devant des invités, des intervenants qui viennent du monde entier. Cette ligue compte pour l'instant des journalistes de 24 pays alliés à la cause sahraoui. Un nombre qui devrait augmenter durant le prochain mois avec l'adhésion d'autres médias à travers le monde. Et un mot de culture pour terminer cette édition avec un art très répandu dans la wilaya de Béchar. Il s'agit là de la peinture sur grains de sable. Amel Merarbi, une artiste peintre maîtrisant à la perfection cette technique. Elle réalise des tableaux d'une grande beauté, nous dit Saïd Amayouf dans ce reportage. Nous l'avons rencontrée dans la maison de la culture à Béchar, Amel Merarbi, une artiste peintre chevronnée ayant découvert la technique du dessin au grain de sable quelques années en arrière, et depuis lors, elle n'a de cesse d'esquisser des tableaux figuratifs d'une grande expression.
Mes débuts avec les graines de sable remontent à une vingtaine d'années en arrière, lorsque j'ai découvert cette matière très abondante dans les environs et surtout ce que l'on pouvait en faire. Je suis tombée sous le charme d'autant qu'il existe 68 couleurs de sable recensées, ce qui donne un résultat fascinant au croquis en relief. Des graines de sable teintées de diverses couleurs, encre de Chine, colle et nombreux pinceaux de différentes tailles, ce sont là les outils de base avec lesquels Emel, affichant une dextérité et une grande concentration, s'attelle à son dessin avec une passion inouïe sous l'œil admiratif de ses enfants. Mon rêve est de transmettre cet héritage culturel inestimable aux générations futures. Et la meilleure manière de le sauvegarder est de l'enseigner comme art à part entière, car il dépasse les frontières de la région de Béchar, voire de tout le pays. Il est actuellement exporté partout à travers le monde, notamment en Europe. J'admire ce que réalise ma mère comme tableau et j'observe souvent sa manière d'exécuter les croquis. Plus tard, mon rêve est de suivre son chemin. Les visiteurs occasionnels de la Maison de la Culture sont captivés par ces tableaux suscitant de prime abord un vif intérêt. Oui, on est de passage à la wilaya de Béchar. On découvre tout ce qui est art. On voit qu'il y a des tableaux de sable qui sont faits en sable et qui fait montrer la nature de la région. Et en même temps, c'est de voir même la culture algérienne. Cet art puise son inspiration du joyau de la région de la Saoura. La plasticienne Emel fait revivre à travers ces tableaux exceptionnels la culture et les traditions de notre région. C'est une manière judicieuse de préserver notre patrimoine culturel de la disparition. Ces dessins exécutés avec des grains de sable racontent la vie du Grand Sahara, les us et coutumes et des tranches de la vie sociale. Nul doute, le Sahara, bien que connu pour son aridité, a toujours exercé un véritable envoûtement sur les personnes. Et l'on peut même intituler ces tableaux « Lorsque la nature se mêle au talent ». Voilà qui termine cette édition. Madame, Monsieur, merci d'avoir prêté attention. C'était le midi préparé par Adel Bouhames et Céline Saïdé, réalisé par Guélou Laïesh. L'information revient ce soir sur Canal Algérie à 19h. Bon appétit si vous êtes à table et à bientôt. Au revoir.